Donc voilà, je vous rappelle que cette rencontre est organisée par nous, d'abord, l'association pour un journaliste humaniste laïque, Identité et Partage, là, c'est le mouvement Kabyle, berbère, Baraka, qui est par là avec Nancy, et Coup de Soleil, je sais pas, ils sont quelque part là-bas, voilà. Donc plusieurs associations qui s'intéressent au Maghreb. Voilà, nous sommes réunis pour recevoir Elia Ben Sali. Alors, la GHL avait reçu il y a quelques temps déjà, mais pas ici, au Carré Rondelet, un universitaire tunisien qui avait fait un ouvrage sur les Juifs en Tunisie. Nos frères en la patrie, il appelait ça son bouquin, Ahmed Kazagli. Et donc on a dit, ben voilà, on continue un petit peu ce cycle-là, qui est de revenir sur l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, vu par des gens d'Afrique du Nord, voilà, des Tunisiens, des Algériens. Peut-être qu'on aura un Marocain bientôt. Ah ben voilà Janine. Alors attendez Janine. Et moi j'ai gardé la place de moi. Je suis désolée. Voilà, justement, je voulais te parler d'Ahmed Ghazagli, c'est toi qui as fait venir. C'était Janine qui est venue. Qui d'ailleurs, donc est venu nous parler des Juifs en Tunisie, mais qui d'ailleurs a de gros problèmes d'ailleurs depuis également en Tunisie. Donc la Tunisie, qui était avant aussi peut-être presque un modèle, il n'est plus tellement en matière de liberté d'expression. Puisqu'il a eu des problèmes lui aussi parce qu'il s'est intéressé aux Juifs en Tunisie. Voilà. Donc, Elia Ben Sali, elle, s'est intéressée aux Juifs en Algérie. Donc, cet ouvrage a été publié en 2023. Alors, vous avez lu tous le sous-titre, hein, L'autre que je connais si peu, donc ça nous dit déjà beaucoup de choses. L'autre moi. L'autre moi que je connais si peu. Que je connais si peu. Voilà, alors ce livre nous avait d'autant plus intéressé qu'il est préfacé par Valérie Zenati, alors, compte-là que nous connaissons, nous avons déjà reçu ici, une fois. Voilà, donc ça nous a un peu interpellés. Et nous avons. Alors, moi, j'avoue que cet ouvrage, je l'ai grâce à Nancy qui est là, qui m'a dit oui, si, moi je l'ai. Voilà. Parce qu'il était passé assez inaperçu. Donc, la jury juive. Donc, Elia Ben Sali est titulaire d'un master en littérature. Elle a fait des études supérieures en Algérie et en France. Elle a un débat de didactologie, je ne sais pas comment le dire, des langues et des cultures à la Sorbonne. Et désormais, elle écrit et elle enseigne également en France, dans la région parisienne. Oui, j'habite Paris, mais j'enseigne en banlieue. Voilà. Dans un lycée. Voilà, donc elle va nous présenter son ouvrage. Donc d'abord, on va nous parler d'abord un petit peu de sa démarche personnelle. Et puis ensuite, nous prendrons son ouvrage un petit peu de façon chronologique, puisqu'elle aborde les différentes époques de la vie juive en Algérie. On va reprendre un petit peu ses dires et pouvoir discuter avec elle sur ce qu'elle a mis dans son ouvrage. Donc voilà, alors Elia, première question, d'abord je vous pose deux questions générales, après on reviendra sur les détails. D'abord, pourquoi Valérie Zenati comme préface, ce qui a été, parmi d'autres choses, ce qui a fait quelques remous en Algérie. Voilà, et ensuite, pourquoi vous êtes-vous intéressé maintenant à cette histoire des Juifs en Algérie? Voilà, les deux premières questions avant qu'on attaque le reste. Voilà, alors Valérie Zenati, c'est facile. Vous m'entendez? J'ai la voix qui porte. C'est mon éditeur qui m'a suggéré ça à la dernière minute, je crois un mois ou deux avant qu'il l'envoie à l'imprimerie. Et donc, elle a voulu d'abord me lire le livre forcément. Ensuite, une fois qu'elle a lu, elle a voulu me parler. Donc, mon éditeur lui a donné mon numéro de téléphone. Et moi aussi, je voulais lui parler. Et entre-temps, j'avais fait des petites recherches pour savoir qui était vraiment Valérie Zenati. Le livre allait être publié en Algérie et je ne voulais pas me fourvoyer dans un choix délicat qui me causerait des problèmes. Donc, nous avons beaucoup discuté toutes les deux pendant plus d'1 heure. Et nous sommes donc tombés d'accord sur beaucoup de choses et je crois qu'on s'est plu toutes les deux.
Et c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté que Valérie Zenati me préface mon livre. Maintenant, pourquoi ce sujet-là? Avant d'être française, j'étais algérienne, moi. Et donc, je suis allée à l'école algérienne. Et de l'histoire, en fait, nous avons appris très peu de choses. Nous avons, bien sûr, en histoire, on nous a raconté l'histoire glorieuse de la Révolution, on nous a raconté l'histoire glorieuse islamique, et puis ça s'arrêtait là, parce que l'histoire commençait avec l'arrivée des musulmans au 8e siècle. Et je n'ai pas attendu l'âge que j'ai maintenant pour me poser des questions, mais il fallait à un moment donné que ça sorte et que j'en parle. Donc j'ai lu beaucoup de choses pendant ma vie, durant toute ma vie, l'histoire de l'Algérie antique, l'histoire de... Et il y avait des juifs à chaque fois. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas m'intéresser à ce sujet-là? Parce qu'il est méconnu. Alors, en France, même dans d'autres pays anglo-saxons, on va parler des juifs. En France, on en parle de manière très globale. On va dire les juifs dans le monde musulman. Le monde musulman, le monde arabe, mais le monde musulman commence au Maroc, il se termine en Indonésie. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse parler comme ça de ce monde musulman. Parce qu'on ne se ressemble pas. Moi, je n'ai rien d'une Afghane et une Saoudienne n'a rien de ce que je peux représenter. Donc, ce n'était pas possible. Si ce n'est pas possible pour moi, étant issu d'une famille musulmane, ça ne peut pas être la même chose pour les juifs. Donc, je vais m'intéresser aux juifs d'Algérie. Et j'ai commencé ainsi à faire mes recherches. Quand j'ai décidé d'écrire le livre, j'ai fait des recherches pendant à peu près 2 ans. Entre-temps, je travaillais, donc ce n'était pas un plein temps de recherche. Mais je lisais beaucoup. D'ailleurs, tu permets? Vous permettez, pardon. Oui, c'est pas On tutoie chez nous beaucoup, pardon. J'ai une bibliographie de plusieurs pages et encore la bibliographie n'est pas exhaustive. J'ai assisté à plusieurs conférences, j'ai fait d'énormes recherches et puis ensuite j'en ai parlé à mon éditeur. Il m'a dit c'est excellent et j'aimerais bien que ce livre-là ouvre une collection. C'est-à-dire tu essaies de me faire un éventail et puis ensuite s'il y a des personnes d'Algérie ou d'ailleurs qui voudraient insister sur un point, à ce moment-là on aura peut-être des historiens, peut-être des architectes, peut-être des cuisiniers, parce qu'il y a tout un talent culinaire qui n'est attribué, qui est attribué à tout le monde, et pourquoi ne pas le... Et donc voilà, il y aurait des spécialistes qui piocheraient donc et qui prendraient un point et qui le développeraient en livre. Ce serait intéressant. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très très intéressante. C'est pour ça que dans ce livre-là, je pars de l'Antiquité à peu près, et je voyage dans le temps jusqu'en 1962 à peu près. Et je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée là en fait pour plusieurs raisons, parce que moi je vais encore en Algérie, ma mère est vivante et j'ai envie de continuer à aller la voir et même à l'enterrer un jour. Donc je ne veux pas être privée d'aller là-bas. Et je me suis dit, après 62, c'est délicat. Je ne suis pas historienne. On va me dire, tu n'as aucune légitimité. Donc je ne voulais pas rentrer dans des problèmes. Donc vers la fin, c'est très très court, où je parle de l'après 62, mais je ne développe absolument rien du tout. Donc c'est pour ça que dans ce livre, en fait, il y a tout un éventail, parce que l'espoir était justement de créer une collection. J'ai répondu? Oui, on va justement, on va revenir un peu justement sur les... Je ne suis pas très formelle, vous m'excusez. Ouais, on va revenir Et sur les... une dernière chose, ouais. C'est un essai que je voulais de vulgarisation. Ma recherche a été très très sérieuse, c'est-à-dire il ne fallait pas que je me trompe. Il ne fallait pas, parce que le sujet, vous le savez tous, est délicat. Il ne fallait pas que je me trompe.
Donc j'ai fait une très grosse recherche et très minutieuse et très précise. Mais pour l'écriture, en fait, je voulais qu'elle soit lisible. Parce que les historiens ne vont pas me lire, ils le savent. Même s'ils ne l'écrivent pas, ils le savent. Les anciens, nos anciens, qu'ils soient juifs ou musulmans, ils ont un héritage familial, une histoire familiale, donc ils savent des choses, on va dire, peut-être pas tout, peut-être pas de façon précise, peut-être pas, mais ils savent des choses. Mais les jeunes, eux, ne savent pas grand-chose. J'ai interrogé beaucoup de jeunes juifs et de jeunes musulmans. Les jeunes musulmans, ils me disent, mais les juifs, ça n'existe pas chez nous, ça va pas, non? Les jeunes juifs, ils me disent, ceux qui avaient des ancêtres en Algérie disent oui, moi je sais que ma famille vient d'Algérie, mais mon grand-père ne nous a, les petits jeunes, hein, mon grand-père ne nous a absolument rien raconté. Souvent ça a été l'omerta, ou le silence pour des raisons, X raisons dont on pourra parler dans un moment, mais en tout cas les jeunes ne savent pas. Un monsieur m'a interrogé dans des circonstances un peu particulières, un policier, voilà, à Paris, et il a lu mon livre, il doit avoir dans les 35-40 ans, français, il est chrétien, il n'est pas ni juif ni musulman, bon, enfin chrétien j'en sais rien, peut-être qu'il est athée, hein. Et il devait lire mon livre pour me poser des questions, et il me dit, j'ai appris des choses, et à un moment donné, je croyais que vous mentiez. Et donc, je suis allée vérifier. Pas pour l'enquête, hein, mais pour lui personnellement. En fait, il ne croyait pas tout ce que je racontais. Il y a des moments comme ça où il me dit, c'est pas possible. Et donc, il s'est documenté, il s'est rendu compte que c'était... Il m'a dit, j'ai appris énormément de choses. Dans le livre et dans les notes de bas de page, j'en mets beaucoup, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas développer, etc. Donc, je voulais que mon livre soit lisible. Et mon écriture, donc, ne sera pas académique. Parce que j'avais peur d'assommer, de saouler les jeunes qui n'aiment pas trop les textes un peu stricts et un peu... Donc, voilà, comme si je leur racontais une histoire. Voilà, au lieu de présenter ça de manière académique, je l'ai présenté de manière plaisante, pour les garder jusqu'à la dernière page. Et c'était ça le but. Alors voilà. C'est vrai que le livre, justement, a cet avantage, c'est que justement, il n'est pas un livre universitaire, et c'est un livre qui est très facile à lire. Voilà. Et nous espérons évidemment que les Algériens l'ont lu, puisque le livre a été publié par les éditions Frantz Fanon en Algérie. Et bon, pendant un an, vous avez dit que le bouquin s'est vendu sans problème en Algérie, puis les éditions Frantz Fanon ont eu des difficultés, elles ont été dénoncées par les islamistes, et les éditions Frantz Fanon, pour l'instant, elles sont fermées. Donc vous voyez, ça a posé un certain nombre de problèmes en Algérie même, mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est ce que j'ai mis dans la fin en disant « et après le départ des Juifs ». Bon, on prouve que cette histoire n'est pas vraiment close en Algérie et qu'elle fait encore des remous. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les Algériens, je pense, beaucoup vont apprendre des choses. Mais c'est surtout s'approprier sa propre histoire en tant qu'Algérien. C'est-à-dire, l'Algérien, il faut qu'il s'approprie sa propre histoire, qu'elle soit romaine, punique, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane. Ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça, il faut l'approprier, point. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. En fait, moi, c'est mon point de vue. Alors justement, bon, ça permet de revenir un peu sur l'histoire des Juifs en Algérie. Alors vous rappelez dans votre ouvrage, bien sûr, que on sait que les Juifs étaient en Algérie dès l'Antiquité, c'est-à-dire peut-être même dans le monde pré-romain, au moins dans le monde romain, et qu'il y a eu une espèce de prosélytisme même, plus ou moins juif, puisqu'on parle de tribus berbères. C'est pas plus ou moins, il y avait un prosélytisme. Il y avait un prosélytisme parce que il faut savoir d'abord que le judaïsme, pendant cette période antique, avant notre ère, ce n'est pas le judaïsme de maintenant. Le judaïsme talmudique est arrivé avec les Arabes. Mais avant, c'est un proto-judaïsme, c'était le monothéisme. Ce qui est arrivé essentiellement, on nous raconte qu'il y a eu une diaspora, comme ça, un groupe qui est venu. Certains peut-être sont venus, mais les échanges entre l'Orient et l'Occident africain étaient très fréquents à toutes les époques. Et l'idée du monothéisme existait à cette époque-là.
Et elle était portée par ceux qui sont devenus des juifs talmudiques ou plus tard. Mais en tout cas, il y avait un monothéisme. Et ils étaient les premiers. Et ils avaient intérêt à faire du prosélytisme. Ils avaient intérêt à le faire parce qu'ils étaient en minorité et qu'ils pouvaient se faire écraser par n'importe quelle invasion. Il y a eu par exemple en Cyrénaïque, ils ont été complètement écrasés, ils ont dû fuir dans le désert, par exemple. Mais il y a eu comme ça, vous savez, c'est des époques qui n'étaient pas tendres, hein. Donc on voulait prendre un territoire, on chassait les gens, on le prenait, hein. Voilà, donc quand on est en minorité, on devient vulnérable. Et donc forcément, il faut faire du prosélytisme pour agrandir le groupe. Et beaucoup de ces juifs, qu'on va appeler quand même juifs, parce que même si ce n'est pas le judaïsme de maintenant, ces juifs-là, monothéistes, qui parfois prenaient des libertés avec quelques idoles, exactement comme les païens, et c'était comme ça au Maghreb. C'était pas l'orthodoxie que l'on peut voir maintenant, c'était comme ça. Et donc, ils étaient eux-mêmes berbères. Et alors, il y a, je crois que c'est deux, enfin, je cite mes sources, hein. Et donc, ils vont voir qu'il y a une population sur le littoral, et puis, alors qui va suivre les Carthaginois, qui va suivre, voilà. Et puis, il y a une autre population, on va l'appeler africaine, les historiens, hein, moi je n'invente rien. On va l'appeler africaine, et celle-là, elle est essentiellement aussi nomade. Et par exemple, je ne me rappelle plus quel siècle, mais c'était pendant la période, je crois, islamique. Ils ont trouvé, par exemple, une correspondance entre des juifs du sud qui correspond à l'Algérie, le Touat, et des juifs à Alexandrie. Et c'est la même famille. Et donc, ils correspondaient, je ne sais pas, ils envoyaient des parchemins, donc comme des lettres, des cartes postales, ramène-moi ça de je ne sais pas quoi. Donc, celui qui voyage, il va rencontrer les cousins en cours de route. Et vous savez que les cousins, c'est très facile, hein, dans les sociétés juives et musulmanes, tout le monde est cousin. Et donc, voilà, et ça se baladait, ils s'envoyaient des messages, et c'était même d'Arabie, même de plus bas, voilà. Et donc, ça se baladait. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, mais c'était le fait que c'était justement, les Juifs étaient déjà installés, même avant l'ère. Voilà, ils étaient installés. Et il y avait des tribus berbères judaïsées, voilà, ça c'est certain. Voilà. Et d'ailleurs, chez les premiers évêques, c'est les sources que j'ai utilisées, Saint-Cyprien, Saint-Augustin et Tertullien, dans leurs écrits, ils vont parler des Juifs, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Il y a eux, ce qu'ils disent, ils disent ces gens-là qui ont le dos courbé, qui sont la branche cassée, qui sont ceci, qui sont cela. Ils s'adressent aux païens pour dire ne suivez pas ces mauvais bergers, venez vers nous. Oui, il y a eu une Alors, on peut d'avoir peur de ces mauvais bergers, c'est qu'ils devaient être importants et qu'ils faisaient du prosélytisme. Oui. C'est ce qu'on peut comprendre. Et on le comprend facilement, puisqu'on leur demande de ne pas les suivre dans leur croyance et dans leur... Ça veut dire qu'ils faisaient du... Il y avait une concurrence entre les deux. Et entre les deux monothéismes, le christianisme arrive comme nouvelle religion, et les juifs ils se disent mais ils vont nous détrôner, donc on va essayer d'accaparer un maximum de personnes de notre côté, toujours pour avoir cette idée de groupe de plus en plus important et donc peut-être moins vulnérable. Et les chrétiens, eux, nouvelle religion qui arrive et qui veut s'accaparer aussi un maximum de personnes aussi autour d'eux. D'ailleurs, vous vous rappelez que les premières mesures anti-juives sont prises par les chrétiens à partir du moment où le christianisme devient religion d'État romain. C'est les premières mesures anti-juives qu'on trouve en Afrique du Nord. Alors, ensuite, on passe à l'ère musulmane. Alors, elle a duré pendant peut-être 12 siècles, l'ère musulmane. Elle a duré longtemps, mais quand on voit les cartes, ce n'est pas comme une crème comme ça qu'on va étaler du Hijaz jusqu'au Maroc. Pas du tout. En fait, les musulmans, quand ils sont arrivés, ce qu'il faut savoir,
c'est qu'ils sont arrivés à partir des Omeyyades, on va dire. Une fois qu'ils se sont constitués politiquement en califat. Et le pouvoir central n'était pas au Maghreb. Il était en Syrie, comment ça s'appelle ? L'Empire ottoman. Non, Non, pas encore. Damas. Damas, oui. Et puis ensuite avec les Abbassides à Bagdad. Ah, c'était Donc, avant les le Ottomans. pouvoir central était là-bas, et vous savez très bien que plus on s'éloigne du pouvoir central, plus les choses se diluent un peu. Donc, ils sont arrivés, les musulmans sont... Je fais la carte par rapport à vous pour que vous puissiez voir. Donc, c'est ça à l'est. Donc, ils arrivent du Hijaz, et c'est allé quand même très très vite. Et si on juge par le temps, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas possible de prendre les gens un par un, de leur apprendre le Coran, de leur apprendre tous les piliers de l'islam. C'était quoi? Lève le doigt, dis la shahada. C'est bon, t'es musulman. C'est bon, on passe à l'autre. Alors, le temps de passer à l'autre, celui qui venait de faire le shahada, il pouvait très bien aller boire son verre de vin et le terminer. Et c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Il y a des chroniqueurs et surtout des historiens de l'époque qui parlaient du Maghreb. Et je vous raconterai après une anecdote qui montre justement que les Berbères n'étaient pas fanatisés en quelque sorte. Alors, il y a quelque chose que les Romains ont laissé. Les Romains ont laissé des villes, quelques villes, et entre les villes, qu'est-ce qu'il y a? Des routes. Les musulmans ont emprunté ces routes et sont allés dans ces villes. Les campagnes, non. Ils prenaient telle tribu. Le chef de tribu, c'est qui vient ici, fait la shahada, va islamiser ta tribu. Et ça s'arrêtait là, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Donc, il ne faut pas imaginer l'islam de maintenant. Et la façon de faire leur prosélytisme dans les mosquées, etc., le lavage de cerveau, c'était pas comme ça du tout. À telle enseigne que vers le XIIe siècle, il y a, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est très révélatrice de beaucoup de choses. Alors, il y a un monsieur, vous savez, à l'époque, on allait dans telle école coranique, on apprenait ce que disaient les savants, ce que disaient les cadis, la loi, etc. Ensuite, on allait dans telle autre école, on avait un autre apprentissage. Ça pouvait être des mathématiques, ça pouvait être... On allait dans telle autre école et on faisait le tour. Et il y a un monsieur qui a fait le tour, qui est allé jusqu'au Hijaz et qui est revenu. À son retour, il est allé à Béjaïa. Il s'est installé à Béjaïa et il a commencé à faire ses prêches, etc. Et il leur dit, mais ce n'est pas possible, comment vous buvez du vin, vous jouez de la musique, vous pratiquez la musique, vous faites ceci, vous faites cela. Il était hors de lui. Et le sultan qui apprend qu'il y a une personne qui est en train de gigoter, de s'agiter, et qui est en train d'essayer de modifier la mentalité des gens. Qu'est-ce qu'il fait le sultan, qui est musulman, hein? Il lui dit, tu prends tes affaires et tu en vas. Et il l'a dégagé. Il est allé dans une autre ville, hop, on l'a dégagé aussi. Il est retourné dans sa région natale. On écoute bien. Sa région natale, c'est où? C'est au Maroc, à côté de Marrakech. Et sa tribu, elle est dans les montagnes, c'est la tribu des Masmouda. Ils sont berbères. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il est absolument frustré, il sent qu'il a un élan, mais alors incroyable, venant du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne plaisante pas, c'est vrai. Mais je présente les choses de manière plaisante, mais c'est vrai, hein, ce que je raconte. Il va former, il va faire une sorte de monastère, d'école coranique, où il va prendre des jeunes, il va les former, et ensuite il va mourir. Son projet s'arrête là. Sauf qu'il a un disciple absolument motivé comme lui. Que fait ce disciple? Il va monter une armée, et il va commencer à envahir le Maroc. Et il envahit le Maroc. Et ensuite, avec son armée, il va en Espagne. Avec son armée, il va au Maghreb. Il va en Tunisie jusqu'en Libye. Et ce sont les Almohades. Les Almohades, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Il s'est passé quelque chose d'absolument dramatique. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'à l'époque, le Maghreb, on comptait, les historiens parlent à peu près
parle à peu près de 6 millions d'habitants dans tout le Maghreb. Vous savez que la population mondiale n'était pas celle de maintenant. Donc à peu près 6 millions d'habitants. Après la fin des Almohades, qui n'a pas fini un siècle. Normalement, une population, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est prospère et à l'aise et bien dans sa peau? La population augmente. Non seulement elle n'a pas augmenté, mais elle a diminué de 1/6. 1/6 de la population a disparu. Les Almohades, et ce monsieur-là qui est allé à Béjaïa, il s'appelle Ibn Tumert. Et donc, il a mis au point une doctrine totalement, même différente de celle des Abbassides. Et qu'est-ce qu'il a telle enseigne que son étudiant, son disciple, est devenu calife. Alors que normalement, on a un califat et les autres, c'est des royaumes vassaux. Là, il a proclamé son propre califat. Mais ils ne sont pas restés longtemps au Maghreb, et surtout en Algérie. Pourquoi? Parce que les gens, ça ne leur plaisait pas du tout. Alors, il a tué énormément de gens, il a tué beaucoup de juifs, il a tué beaucoup de musulmans, c'est-à-dire un autre musulman qui ne pratique pas la doctrine comme lui, il le veut, il est considéré comme un mécréant et il est assassiné. Il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été assassinées, dont les juifs. C'est pour ça qu'on dit que les juifs ont été maltraités à l'époque des Almohades. Mais il n'y a pas que. Oui, Il y a toute la population du Maghreb qui a été décimée. Et à telle enseigne que les gens n'en pouvaient plus, les Berbères n'en pouvaient plus, personne n'en pouvait plus de ces Almohades. Et les sultans locaux qui étaient les vassaux, parce que, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu énormément de facilité à lever des armées pour chasser les Almohades. Et les Almohades ont été chassés. Mais la période où ils sont restés le plus longtemps, c'est le Maroc. Parce que c'est né au Maroc, c'est parti, c'est revenu, c'est resté un certain temps, et puis ils ont disparu. Donc, on va voir, bien sûr, que l'islam marocain va être différent. Vous allez, par la suite, on va avoir un autre zélé, et celui-là, peut-être que vous en avez entendu parler, il s'appelle Barili, dans le Touat. Il y a eu un massacre. On ne peut pas dire pogrom parce que c'est anachronique. Pogrom, c'est un mot russe qui est arrivé bien plus tard. On va dire un massacre. El Marili, lui aussi, il se croyait Tarzan comme Ibn Tumert. C'est-à-dire, il s'est dit, je veux le rigorisme, je veux ceci. Et il s'est passé exactement la même chose. Enfin, au début. C'est-à-dire qu'il est né à Marila, à côté de Tlemcen. Il est allé à Tlemcen, il a commencé à faire son prosélytisme. Qu'a fait le sultan tlemcenien? Tu dégages. Il est allé au Maroc, chez un autre souverain. L'autre souverain, qu'est-ce qu'il lui a dit? En substance, je ne me rappelle plus de la phrase exacte. Il lui a dit, tu n'as pas l'envergure de tes ambitions. Si Ibn Tumert a su persuader, toi, tu n'es rien du tout. Et donc, il s'en va, et où est-ce qu'il va? Il va dans le Touat. Alors, vous savez que la région, vous avez Sijil Messa, Maroc, il est là, la frontière, elle est là, entre le Maroc et l'Algérie. Vous avez ici Sijil Messa, un peu plus bas, vous avez le Touat. Et ces deux régions-là étaient extrêmement prospères grâce aux Juifs. Les Juifs, vous vous rappelez, dès l'Antiquité, ils avaient l'habitude d'aller de l'Orient vers le Maghreb et puis même vers le nord, vers l'Europe, et ils faisaient du commerce. Ils avaient cette tradition, ils avaient leur point relais, ils avaient leur connaissance, ils savaient où aller chercher telle denrée, l'or, ceci, cela. Ils avaient une expérience absolument phénoménale et une connaissance du sud et du ciel pour pouvoir s'orienter. Donc c'est eux qui détenaient ce commerce-là caravanier. Et leur point, on va dire, de chute, les routes caravanières mènent toutes au Touat, qui elles mènent à Sijil Messa. Donc on peut dire que ces deux régions-là, le Sijil Messa et le Touat, c'était le carrefour du commerce, extrêmement riche. Et on est au XVe siècle,
Il y a Monsieur Marili, donc, qui est chassé par les Tlemceniens et qui est chassé par le roi marocain, le sultan marocain. Où est-ce qu'il va? Il va au Touat. Il va au Touat, il va voir le cadi, il lui dit, écoute, toi t'es juif, là c'est pas possible, il ne verse pas la jizya, c'est-à-dire l'impôt juif, et puis ils ne sont pas humiliés. Pourquoi ils ne sont pas humiliés? Mais il lui dit, mais attends, la religion ne nous oblige pas à les humilier. Ils travaillent. Et pourquoi est-ce qu'ils verseraient la jizya? Puisque la richesse qu'ils apportent à la région est 10 fois plus importante que la jizya qu'on leur prendrait. C'est eux qui nourrissent le Touat, c'est eux qui nourrissent Sijil Massa. Donc pourquoi on les accablerait d'un impôt alors qu'on profite de leur richesse? Et non, Marili, alors le cadi du Touat, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit que moi je ne suis pas d'accord, on va voir le cadi de Fès, le cadi de Tlemcen, le cadi de Marrawa, Marrawa c'est du côté de Ténès, la tribu de Marrawa, on va voir le cadi de Tunis et on va voir, ils vont arbitrer. Alors ils arbitrent effectivement et la majorité est contre El Marili. Il dit mais c'est pas possible. Coraniquement parlant, bon il y a tout un truc de jurisprudence, je ne vais pas vous reprendre tous leurs échanges, mais en tout cas la majorité alors a dit non. Il y avait le Marili qui était soutenu par son propre fils et par le Ténésien là. Le cadi de Ténès. C'est tout. Et tous les autres cadis étaient totalement contre parce que c'était illégal. Eh bien, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'il fait? Il va haranguer les foules du Touat, il va leur dire, mais non, regardez ces juifs-là qui sont en train de s'enrichir, de s'empiffrer, alors que vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer le massacre. Et là, les juifs vont s'enfuir. La plupart vont aller dans le désert parce qu'ils connaissent les routes, parce que c'est leur milieu, ils sont à l'aise. D'autres vont aller vers Oran, vers Tlemcen, vers Alger, en tout cas, ils vont se disperser. Et qu'est-il arrivé au Touat et à Sijil Massa? L'appauvrissement le plus total. C'est parti. Tout est parti avec les Juifs. Et si vous allez au Touat maintenant, vous allez voir, il y a des gens qui s'intéressent à cette histoire-là, pas forcément des historiens, hein, et qui vont vous raconter cette histoire, et telle que je vous la raconte, c'est-à-dire sans... Il dit, une fois qu'ils sont partis, ben c'est fini. C'est fini, tout s'est arrêté. Ouais. Tout ça pour vous dire que en Algérie, il y avait donc les Berbères qui avaient leur propre pratique light, on va dire, de l'islam. Ensuite, après les Almoravides et les Almohades, il y a eu les chiites, pas les chiites de maintenant, hein. C'était une autre façon de penser le chiisme, et qui était beaucoup plus apaisée, beaucoup plus... Et ensuite, ce qui a donné aussi le soufisme, qui sont plus dans la spiritualité que dans le fait d'aller pourchasser les gens et les humilier ou les tuer, etc. Et il y a eu une période stable en Algérie. En Algérie, parce qu'en Tunisie, c'était autre chose, au Maroc, c'était autre chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas globaliser et dire les Juifs dans le monde musulman. Il y a eu des massacres, mais à des périodes dues à des circonstances bien précises et qu'il ne faut pas nier du tout, sinon on serait des révisionnistes. C'est ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Vous dites que la dima, donc la fameuse dima qui permettait de protéger les Juifs, mais en même temps de les considérer comme inférieurs, a été appliquée de façon très différente selon les époques et selon les endroits. Et en Algérie, même, enfin c'est même pas l'Algérie, c'est d'ailleurs des royaumes, différents royaumes, différentes seigneuries. Mais vous dites bien en effet que ça a été très, très, très différent et qu'on peut même dire qu'à un moment donné, les Juifs d'Afrique du Nord ont été quand même relativement mieux tolérés que dans les pays chrétiens. Que dans beaucoup plus, pas relativement mieux. Ils ont été expulsés. Ce qu'on appelle la djima et qui avait un autre nom, ça a commencé dès les Romains. À partir de l'âge de 12 ans,
ont commencé à payer. Vous avez par exemple en France, vous avez l'Alsace-Lorraine où c'était pas que la DIMA, ils avaient non seulement ils étaient taxés, mais en plus ils n'avaient pas le droit de travailler du tout. Ils n'avaient pas, la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était l'usure parce que quand Napoléon leur dit mais en fait pourquoi vous faites de l'usure, vous profitez des gens, il dit mais bon il faut bien manger à un moment donné si on peut pas travailler. Voilà, rendez-nous égaux des autres et vous verrez qu'on travaille. Et il les a rendus égaux des autres. Les Alsaciens ne voulaient pas les recruter. Il y avait un racisme féroce. Oui, il y avait un Donc, antijudaïsme. alors que dans le monde musulman, à part les tarés, comme moi je les appelle des tarés parce que c'est pas possible, ils ne respectent pas Et la dima, en fait, elle est politique. Elle n'est pas religieuse. Elle est politique, pourquoi il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein. Elle est politique parce que en fait, vous prenez, ça a commencé avec les Omeyyades. En fait, si on n'empêche pas les Juifs d'avoir des armes, c'est-à-dire on les empêche d'avoir des armes, ça veut dire on les empêche de monter une armée. Et comme ils veulent rester politiquement forts, ils ne veulent pas créer un ennemi. Donc forcément, ils sont obligés d'inventer ce statut de dhimmi pour les empêcher d'avoir une armée et d'avoir donc des opposants, d'avoir je sais pas moi, des guerres, éviter toutes les puissances veulent dominer l'autre. Toutes les puissances du monde et quelle que soit la région du monde. On veut dominer l'autre. Et pour le dominer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'empêche de s'organiser en tant qu'armée, en tant que... Voilà ce que c'est que la dîme. C'est pas l'humiliation. Et l'échange qu'il y a eu entre les cadis et El Maghribi, par exemple, se basait sur ça. Il dit, mais pourquoi tu veux les humilier? C'est pas dans notre religion d'humilier. Ils payent la dîma, c'est-à-dire ils contribuent à l'effort, puisqu'ils ne payent pas ils payent la dizia, puisqu'ils ne payent pas la zakat. La zakat, c'est l'impôt. Les musulmans payent la zakat. Voilà. Et les juifs payent la dîma. Voilà. Donc, c'était une façon d'organiser la société. Mais globalement, on va dire globalement, à part ces périodes-là qui étaient monstrueuses et qu'il faut reconnaître, à part ces périodes-là, ça se passait plutôt bien. À telle enseigne que lorsqu'il y a eu l'Inquisition en Espagne, énormément de Juifs sont venus au Maghreb. Autrement, ils seraient partis ailleurs. Ils ne sont pas prêts d'aller se jeter dans... Les Juifs qui viennent d'Espagne sont partis dans tout l'Empire ottoman Oui, et oui. au Maroc, parce que le Maroc n'était pas dans l'Empire ottoman. Ils sont partis dans les pays musulmans en 1492. Oui, mais rien ne les obligeait à le faire. Ils ne risquaient pas de partir en Europe parce qu'ils avaient été chassés déjà d'Europe aussi déjà. Alors, en France, ils avaient été chassés, en Angleterre, bon. En Italie, ils sont allés un peu en Italie, quelques-uns, puisque les Livournais, Voilà. les futurs Livournais qui sont arrivés en Tunisie, ils sont passés par l'Italie. Voilà, bon, donc vous avez parlé de cette ère musulmane qui a duré, et donc il y a eu des périodes différentes. Oui, des pas, oui. Donc en rappelant que l'Algérie a été ensuite intégrée dans l'Empire ottoman. Voilà. Après, on arrive évidemment à la colonisation et à l'arrivée des Européens qui mettent fin, enfin des Français, qui mettent fin à la dîma. Qui n'était pas pratiquée pendant l'Empire ottoman. Il n'y avait que les gens qui étaient très riches qui participaient à la dizia. Ouais. Les autres, ceux qui n'étaient pas riches, ne payaient pas la dizia. Alors, en fait, quand les Français arrivent, il y a quand même déjà une petite élite juive qui fait du commerce, notamment autour d'Alger, hein, et les fameux, c'était Duran et les deux qui ont vendu le blé à la France, qui a entraîné le coup d'éventail, c'était des Juifs. Les Juifs d'origine livournaise. Voilà, d'origine livournaise. C'est à cause d'eux qu'il y a eu l'arrivée des Français à Alger. Et donc, il y a eu déjà cette petite élite-là qui est en relation avec
avec les Européens. Pas, Mais sinon, pas forcément. En fait, c'est comme dans toutes les sociétés du monde, il y a des riches, il y a des moyens, Voilà, il y a des riens, il y a voilà. des pauvres. Mais- Ceux qui étaient riches, ils commerçaient avec le monde entier. Par oui, exemple, oui, pas, voilà. bien sûr. Mais vous dites d'ailleurs que la majorité de la population en Algérie, et pas en Algérie, était urbaine, elle était pauvre. Ah oui, elle La n'était majorité pas était- nantie. était pas nantie, Non. bien sûr. Ouais. Alors, vous rappelez qu'évidemment, quand les Français sont arrivés, eh ben, les Juifs et les musulmans sont considérés comme des indigènes, Oui. des indigénats, et avec une vision racialiste. Vous vous rappelez Ah oui, certaines le mot déclarations indigène, il faut le prendre dans le sens très péjoratif. hein. Il y a des déclarations de certains généraux français, tout ça, qui prouvent bien qu'il y a un racisme endémique Tout à fait. là. Mais la grosse différence, quand même, c'est que les Juifs de France, eux, ont obtenu la citoyenneté française. Les Juifs de France. Les Juifs de France. Et c'est ce qui va entraîner. Ah oui. Les Juifs de France, oui. Oui, oui, C'est oui. ce qui va entraîner ensuite un certain nombre une relation un peu particulière entre les Juifs de France et les Juifs d'Algérie, qui va aboutir au décret Crémieux de 1870. Donc, il y a cette C'est-à-dire, influence, pour parler clairement, parce qu'il faut dire les choses clairement, je suis sans tabou, hein, je m'en fiche. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin du XVIIe siècle et début du XXe siècle, les Juifs de France, bon, on les a affranchis en quelque sorte. Bon, ça s'appelait pas Dima, mais c'était pire que la Dima. Et 80% de ces Juifs se trouvaient en Alsace-Lorraine, les autres étaient un peu dans le sud, les séparades qui sont montés d'Espagne et qui ont fui l'Inquisition, mais qui étaient mieux lotis que ceux d'Alsace-Lorraine, qui eux... et donc on les a intégrés dans la société française. Ça a été un peu difficile, il fallait absolument qu'ils sortent de ces ghettos en quelque sorte, parce que dans le monde musulman, il n'y a jamais eu de ghetto. Mais là, la situation de ces Alsaciens et de ces Lorrains était extrêmement difficile. Je disais tout à l'heure, on leur reprochait l'usure, mais il fallait bien qu'ils trouvent un moyen de manger. C'est-à-dire, ils étaient méprisés, c'était horrible. Et Napoléon Bonaparte, lui, il n'était pas très très content, très sûr. Est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter à nous, etc. Et pour lui, c'était des vers, c'était des sauterelles, il a utilisé des termes absolument effroyables. Et est-ce que vous allez pouvoir, alors on appelait ça rentrer dans la cité, c'est-à-dire se mélanger, s'intégrer dans la cité. Et est-ce que s'il y a une guerre, est-ce que vous allez vous engager? Et pendant la guerre, est-ce que vous allez dire on mange cachère ou est-ce que vous allez manger comme tout le monde? C'est-à-dire, il craignait en fait cette communauté. Il y a le séparatisme. Aujourd'hui, on dirait le séparatisme. Oui, parce que juifs en tant que nation, ça ne les intéressait pas. Il fallait juifs en tant qu'individu. Et son rêve de Napoléon, c'était qu'il y ait un mariage sur 3 non juifs, mixte. C'est-à-dire, le but du jeu, c'était de diluer cette communauté, de la diluer. Et le terme assimilation, il est un peu lié à ça. Tu t'assimiles, c'est-à-dire tu te dilues. C'est-à-dire que tu n'existes plus en tant que juif, quelque part. Et donc, ils ont accepté parce qu'ils étaient dans une situation extrêmement compliquée. Ce n'était pas celle des Maghrébins. Et donc, ils ont fini par accepter. Et même à porter une toge, à porter leurs synagogues sont devenues avaient la forme des cathédrales, ils portaient comme les pasteurs, comment ça s'appelle ça, la soutane, etc. C'est-à-dire il fallait qu'ils s'assimilent, qu'ils passent inaperçus. Et quand il y a eu la colonisation française, ils ont jeté un petit coup d'œil sur les Juifs d'Algérie, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Et ce sont les termes. C'est-à-dire, pour eux, c'était des sauvages, c'était des gens, c'était des... Et on va les civiliser un peu. C'est-à-dire, comme ils ont été civilisés, ils ont voulu faire la même chose avec les Juifs d'Algérie. Et ça n'a pas toujours marché, parce qu'il y a eu des résistances. Vous avez, par exemple, le Senatus Consulte, c'est 5 ans avant Crémieux, 1870. On leur a dit, mais venez demander la nationalité française, vous allez voir, vous allez être français, vous allez... Eh bien, sur les 35 ou 40 000 juifs, il y en a une centaine
qui a demandé la nationalité. 177. 177. Allez, 200, allez, je vous l'accorde. 200. Il y a quelques musulmans aussi. Il y a Non, une centaine de musulmans. non, il n'y avait pas 197, ça dépassait à peine 150. Un peu plus que 150. Et il y avait plus précisément 99 Algériens. Mais Ouais, quand c'est ça, il y a une une étudiante en histoire, enfin une historienne, qui a étudié le profil de ces personnes-là qui ont demandé à changer, c'était très peu un flop hein, pour Napoléon III. Et elle a vu que c'était essentiellement des gens instruits, Oui, nantis. Les autres, ça ne les intéressait pas du tout. Et ensuite, ils ont dit, mais ça ne marche pas avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va leur imposer, ça va être radical. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont imposé en 1870, et là, il y a eu de la résistance. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas étudié, je ne suis pas historienne, hein, je vous ai dit, je suis didacticienne. J'ai lu chez les historiens, je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation pour le constantinois, mais par contre j'en ai trouvé pour l'Oranie, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant et qui était méconnu, c'est cette résistance-là autour d'un personnage quand même important à l'époque, à Oran, qui s'appelle El Kanoui. C'est moi, El Kanaoui, je ne connaissais pas. Voilà. Et c'est lui qui a fédéré autour de lui ses mécontents. Et il faisait partie du consistoire, hein, mais il s'attaquait aux gens du consistoire qui venaient de France, pour franciser. Il y a d'ailleurs Charleville, il est resté 10 ans, il n'a rien réussi à faire, parce que les gens étaient têtus. Non, on veut se gérer. Ça ne leur plaisait pas, ce modèle occidental ne leur convenait pas. Et El Kanoui, il a fédéré autour de lui des personnes, etc., pour justement défendre et amener petit à petit peut-être les gens vers Oui, parce que voler la France. Et puis oui, leur oui. faire renoncer, par exemple, les faire renoncer à la polygamie, Oui. Oui, parce qu'il faut rappeler que aussi bien la citoyenneté française à l'époque, mais c'était le jacobinisme à la française, entraînait automatiquement l'abandon de tout statut personnel. C'est d'ailleurs pourquoi à l'époque les dirigeants musulmans étaient absolument opposés, mais en fait on aurait pu imaginer une citoyenneté tout en conservant un statut personnel, mais ça c'était contraire à toutes les règles françaises. Ça existait. Chez les Anglais, par exemple, c'était pas la même chose. Les Anglais, dans les colonies, n'avaient pas le même gestion. Non, c'est pas la Mais nous, en France, on disait que sans les citoyens français, le même texte s'applique à tout le monde. Et c'est ce qui a posé le problème, en effet, à un moment donné. Alors, sur le décret Crémieux, c'est vrai que moi, à titre personnel et dans ma famille, j'ai un peu une vision un peu différente, parce qu'Adolphe Crémieux fait partie de mon panthéon personnel, familial, avec Jaurès, Blum et Mendes France. Oui, ça fait bien. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, on m'a toujours dit les Juifs d'Algérie étaient favorables à la citoyenneté française. Alors je pense qu'en effet, c'est plus il faut regarder, moi j'ai regardé les historiens, ce qu'ils disent, c'est certainement pas aussi clair. Mais il est vrai qu'il y avait une partie, une élite. Moi j'avais ma grand-mère était d'origine d'Alger. Alors c'est pareil. Les Algérois, c'est comme les Livournais par rapport aux autres. Les Algérois, les Juifs d'Alger, c'était. Voilà. Et donc, les Algérois étaient très influencés par la petite minorité qu'il y avait en Algérie, qui était déjà éduquée, comme vous dites, qui est à l'école française dès les années 1830-1840. Et ils disent, bon, moi j'ai ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui est née en 1860, qui s'appelait Eugénie de Montiro, Eugénie, et qui va à l'école et qui a son brevet. Elle est née en 1860. Mais c'était à Alger. Et c'est vrai que c'est différent. Et même à Alger, tous n'avaient pas leur brevet. Je veux dire. Enfin, elle avait un diplôme. Je veux dire, elle peut avoir même le bac, mais elle ne sera pas représentative de toute la communauté. Voilà, bien sûr. Voilà. C'est ça le truc. Et dire que les Juifs se sont assimilés, en fait, c'est faux. Ils ont mis 2 générations. Voilà, il faut nuancer. La vérité, elle est dans la nuance. Il y a eu qui se sont tout de suite assimilés, qui ont tout de suite accepté. Il y en a d'autres un peu moins. Il y en a d'autres, c'est avec le temps. Il y en a d'autres, pas du tout. Il y en a donc, voilà. Et dire que 1830 leur a ouvert les bras, ils sont tous allés dedans, c'est pas vrai.
Quand Ça, vous c'est- regardez d'ailleurs là, le livre de Benjamin Stora, la histoire de la signature d'Algérie, quand vous regardez ce qu'il a dessiné là, vous voyez bien, d'ailleurs moi j'ai des photos de ma propre famille comme ça, vous voyez bien la différence entre les anciens qui sont habillés encore comme ça à l'oriental et les jeunes derrière qui sont habillés à la française. Moi j'ai des photos de ma propre famille comme ça, que j'ai retrouvées dans les années, au début du XXe siècle, ils sont exactement ça. Moi, mon grand-père qui est né en 1897, il portait le costume, la cravate, le tolbouche, mais il n'est pas représentatif de la communauté Ah algérienne. non. Bah, les autres, ils s'habillaient avec le sarouel et tout. Je ne peux pas dire, ah non, mon grand-père, il s'habillait comme ça, donc tous les Non, Algériens mais ça, s'habillaient c'est- comme ça. c'est sûr. C'est pas vrai. Il n'est pas représentatif. Enfin, en tout cas, on prend note en fait qu'avec le Kékémieux et l'intégration des Juifs à la citoyenneté française, il y a eu à ce moment-là un fossé qui s'est creusé en grande partie avec la communauté musulmane et qui va se creuser au fur et Non, à mesure. je ne suis pas d'accord avec En vous. partie quand même. Non. On leur Je suis a pas d'accord. proposé d'être français. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Parce que la communauté, en fait, les gens, le peuple, les gens, hein, Oui, on gardait entre les contacts, voisins, bien sûr. ils se fréquentaient, ils continuaient, ceux qui se voyaient ont continué à se voir, Ah oui, oui, ceux oui. qui commerçaient ensemble ont continué à commercer ensemble. C'est-à-dire la vie n'a pas fondamentalement changé. Après une génération, Ouais, c'est ça. Une ou deux eh bien oui, générations. mais c'est pas la même Même chose. deux générations. Après une génération, c'est-à-dire la génération qui a fait l'école, Voilà, c'est elle ça. a commencé à penser différemment. Forcément, l'école modifie. Ce qui s'est passé avec les Algériens, c'est qu'ils n'allaient pas, c'est pas qu'ils n'allaient pas à l'école, on leur refusait l'école. Ah oui. L'école était communale. L'école était payée par les communes. Les communes ne voulaient pas, qui étaient françaises, ne voulaient pas dépenser de l'argent pour des écoles algériennes. Ils ont créé quelques petites écoles qu'on appelle des écoles gourbies, avec un maître qui n'avait pas la formation des autres maîtres, donc c'était un sous-maître en quelque sorte, avec un minimum de subventions possibles. Il n'avait pas le même salaire ni la même formation et il devait orienter l'apprentissage des enfants vers un apprentissage qui allait servir les colons. C'est-à-dire, je ne sais pas comment semer le blé, ou comment arroser, ou comment je ne sais pas quoi, des trucs techniques qui étaient pour le service des colons uniquement. C'est-à-dire que les Algériens étaient totalement déçus. Aussi, autre chose, deuxième Ça facteur. a changé un peu à partir des années Mais bien 20. sûr. Non, le deuxième Non, facteur. non, mais au début, Mes frères et sœurs sont allés à l'école avec des Alors, attends. Algériens, enfin. c'est vrai, mais à quelle année? Non, là, on au est- début, Les les années années 50. Non, mais là, c'est la fin, madame. Moi, je suis en train de parler du début. Au début, Non. avec la loi de 1881, on aurait pu penser que l'école allait devenir obligatoire, y compris pour les musulmans. Ce n'est pas été le cas. Il y a eu des écoles arabes qui ont été créées déjà à ce moment-là, donc il y avait une dichotomie, mais qui s'est petit à petit réduite après la guerre de 14 ans. Mais Non, Même plus bien tard, après. même plus Non, tard. non, non. en 1962, il y avait 20% des Algériens non européens qui étaient scolarisés. 20%, c'est alors rien que du tout. donc ça reste quand même très peu. Bien sûr qu'il y en avait, mais il y en avait très minoritaire. En fait, ce Très qui peu. s'est passé, c'est que l'organisation scolaire des Algériens, Ouais. c'était en fait la mosquée qui l'assurait. Ouais. Vous savez, le mot cher dans une université, ça c'est une tradition islamique. C'est-à-dire que dans la mosquée, vous allez avoir des chers. Si vous visitez par exemple la mosquée de Casablanca, vous allez trouver 4 chers. D'accord? Alors, il y a un professeur, je vais dire n'importe quoi, de philosophie, l'autre professeur de mathématiques, je ne sais pas quoi, telle discipline. Il y a des étudiants autour de lui. Ils font leur apprentissage. Ensuite, ces étudiants complètent avec l'autre maître, ceux-là complètent avec l'autre et ils font le tour. Donc, chacun des étudiants, en quelque sorte, va avoir l'apprentissage qui lui convient. Et l'école traditionnelle était en pyramide. En bas, vous avez tous les bambins. On leur apprend à lire, à écrire, à compter. Les plus érudits, on va dire ils vont passer une étape. Et ils vont avoir d'autres apprentissages un peu plus approfondis. Ensuite, une autre étape jusqu'en haut. Quand il arrive en haut, ça veut dire qu'il a fini son apprentissage. Il va faire le tour des universités. Enfin, université, je dis ça, mais c'était des médersa, comme Zetouna, comme il y en avait à Fès, à Tlemcen, il y en avait à Ténès, bien avant qu'on existe, forcément, à Mazouna, à Bjaya, à Tunis. Donc, les têtes là de pyramide allaient parfaire leur apprentissage.
dans les autres universités. Ça, c'était le système qui existait, il était financé par les gens. Mais quand il y a eu la colonisation française, elle a détruit ce système-là. Elle a complètement détruit ce système-là. Et les écoles juives, elles aussi, puisque l'Alliance a pris le relais. Non, non, non. Non, C'est pas l'Alliance. c'est qui? Il n'y a pas eu d'école d'Alliance universelle. Si, si, il y a pas. C'était pas l'Alliance. Non, c'était les écoles Du consistoire, puisque Les ils écoles publiques, oui. non, pas l'école Ah publique. ben, au avant début, c'est l'école le publique. consistoire, mais là, attendez, je suis persuadé de ce que je dis. Il n'y a pas eu d'école d'Alliance de l'AU D'accord, en c'était Algérie, au Maroc. sauf, voilà, Voilà. sauf pour le Talmud Torah. Mais pourquoi? Parce que dès le début, les dirigeants juifs qui venaient de France Oui. leur disaient, vous allez à l'école française. Vous allez à l'école Mais française. Donc, du coup, ils allaient à l'école avant 1870, c'est-à-dire avant qu'ils Oui, deviennent français, oui, voilà. en fait, il y avait trois Il y avait écoles, aussi une à l'école juive. Constantine, Oui, oui. une. Oui, Voilà. oui, oui. Et justement pour empêcher les rabbins Oui, oui, ça, c'est de tout. prendre les gamins et de. Voilà, on voulait commencer à les franciser, puisque les maîtres c'est ça. venaient de France. C'est ça, ils venaient de France. Même les rabbins, il y en avait des rabbins qui arrivaient de France. Voilà, exactement. Donc voilà, à partir du. Mais c'est le chat du rabbin, hein. Si vous Oui, lisez le oui. chat du rabbin de Tout Jean à de fait. Fars, c'est ça. Tout à fait. Donc, si vous voulez, la colonisation française a commencé à scinder la population maghrébine en deux. Et de manière. Et en plus, non seulement les écoles musulmanes avaient disparu, mais il y avait la pauvreté. La pauvreté, ça a été quelque chose de vraiment dramatique. Bon, au XVIIIe siècle, il y a eu des maladies, il y a eu des sécheresses, il y a eu des sauterelles, mais ça a touché, il y a eu des épidémies, mais ça a touché un peu tout le monde, tous les gens pauvres. Mais la pauvreté, elle est due aussi au fait de la confiscation des terres, c'est-à-dire que les musulmans ne pouvaient plus travailler leurs terres, puisqu'on s'arrangeait toujours à trouver une bonne raison pour les spolier de leurs terres. Donc, ils s'appauvrissaient de plus en plus, à telle enseigne qu'il y a donc, qui est venu de France là, en 1830, la fin des années 30, avant la guerre, il y a, bon, vous trouverez le nom dans En 1930. je ne me rappelle plus. Il a dit, je n'ai jamais vu une pauvreté pareille dans toutes les colonies que nous avons, mais la population d'Alger, mais c'est la plus pauvre. Donc, il n'y avait pas de place aux études. Il n'y avait pas de place aux études. Pour les études, il n'y avait plus de place. Et c'est après la période vichiste, après que les Algériens se soient secoués, qu'on a commencé à avoir peur des nationalismes, etc., qu'on s'est dit, bon, bah d'accord, on va les laisser un peu, on va leur ouvrir un peu les écoles. Dans les années 50, là, oui, il y avait autrement, avant les années 50, vous avez par exemple Mohamed Dib, c'était une famille très très nantie, il allait à l'école parce que sa famille était nantie. Mais les autres, non. Il n'y allait pas. Et donc l'analphabétisme, en fait, avant l'arrivée des Français, il y a des trucs, des documents que j'ai consultés des personnes qui venaient voir en Algérie comment ça pouvait se passer, etc. Des expéditions qu'on envoyait. Et ils disaient, mais ils sont plus instruits que les militaires qui sont venus, les colonies. C'est quoi ça? Vous dites que c'est un monde... Oui, parce qu'il y en a qui savaient pas, qui savaient écrire, mais chez les juifs aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait des écoles et tout, mais ça s'est complètement dégradé avec la colonisation. Et c'est quelque part normal. Quand je dis normal... Les pères blancs qui ont fait des écoles aussi. Comment? Les pères blancs qui ont... Ça, c'est par la suite. Par la suite. Parce que ce qu'on a fait pour les Juifs, on a voulu le faire pour les Kabyles, mais après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, non, non. Oui, il y a eu les écoles chrétiennes aussi. Donc, c'était pour on va chrétieniser. essayer d'avancer un petit peu, parce que voilà, Ouais, après, on vient à là. une période plus récente. Bon, vous avez parlé de la période vichiste avec évidemment la révocation du décret Crémieux, qui n'a été rétabli qu'en octobre 1943, donc presque un an après l'arrivée des Anglo-Américains. Ce qui prouve qu'il y avait un antisémitisme, un atavisme antisémite du côté des Européens. Vous citez d'ailleurs, un petit bouquin que j'ai là, c'est Henri Garot. C'était des petits bouquins qui sortaient comme ça en Algérie à l'époque, qui sont des brûlots antisémites. Voilà, Mais ça a commencé dès le XVIIIe siècle. Voilà, mais là, Avec la crise anti-juive. là c'était en Algérie, en réaction à la crise Crémieux. Voilà, oui, voilà. Grande partie.
Donc bon, vous rappelez tout ça, Absolument, et vous me rappelez que la période Vichy a montré aux Juifs que leur statut n'était pas aussi intangible, hein, puisque le Kému a été Oui, supprimé. c'était une et citoyenneté que- sur le fil du rasoir, et c'est-à-dire il ils sont suffisait redevenus indigènes. d'une décision politique pour que ça bascule. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, bon, on arrive à la guerre d'Algérie dont vous parlez. Alors moi, j'aimerais que vous... Je n'ai pas beaucoup parlé Non, de la guerre non, d'Algérie. parce que là, on sait que les Juifs ont été pris un peu entre deux feux, que la majorité des Juifs d'Algérie ont été plutôt attentistes. Bon. Mais vous vous rappelez certaines figures de Juifs d'Algérie qui se sont engagés très clairement en faveur du FLN, et qui sont d'ailleurs très peu connus. Vous parlez notamment de deux personnalités, Daniel Tipsit et Pierre Renassia, d'Athénès, parce que vous êtes originaire d'Athénès, un peu comme notre ami Jacques Lebrun qui est là. Tu l'as connu? Voilà, et donc, À mon âge, oui. vous donnez un exemple. Tu as connu Ahmed Belkaïd aussi, Oui, je connais. parce que je l'ai interviewé. Voilà, donc je voudrais que vous me rappeliez un petit peu cette démarche de ces Juifs qui se sont engagés finalement. Oui, alors là, parce qu'on dit, c'est-à-dire le discours ambiant, c'est que la révolution, ce qu'on appelle en Algérie la révolution algérienne, c'est la guerre d'Algérie. C'est une révolution qui a complètement modifié, on va dire, le paysage, puisqu'on est passé du colonialisme à l'indépendance. Et donc, cette révolution, certains ont tendance à l'attribuer essentiellement aux musulmans. Et quand on dit moudjahid, en fait, ils attribuent ce sens islamique au mot moudjahid. Alors qu'en fait, les moudjahidines, c'était des combattants, c'était des fidèles. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas battus pour libérer la terre de Dieu, mais ils se sont battus pour libérer leur pays, leur patrie. Donc, il y a certains milieux musulmans, on va dire, qui vont s'attribuer, alors que l'histoire nous dit qu'ils étaient assimilationnistes à un moment donné, pro-français à un moment donné. D'ailleurs, je donne des extraits de... C'est peut-être pour ça que mon livre n'a pas plu. Hein. Et donc, ils se sont attribués les honneurs de cette guerre et de l'indépendance. Alors que beaucoup de Français, qui soient juifs ou même chrétiens ou même athées, d'ailleurs on s'en fiche, mais en tout cas des Français qui ont participé à cette révolution. Alors moi j'ai interrogé des gens, j'ai interrogé beaucoup de gens, et il y en a qui m'ont dit, en fait, on va dire l'éventail comme ça, il y avait de tout. Il y avait qui étaient OS et convaincus. Moi, à mon sens, ils n'étaient pas nombreux, d'après ce qu'on m'a dit, mais il y en a eu. Maintenant, dire que tous les Juifs d'Algérie étaient avec l'OAS, c'est un mensonge. Il y en a qui le disent. Non, parce que moi, dans ma famille, on savait que parmi les dirigeants de l'OAS, il y avait des anciens collabos, très clairement. Il y en avait qui sortaient de Vichy, c'était très clair, Voilà. donc on le savait. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont passé le pas et qui ont dit oui, on va défendre l'Algérie française. Et qui Voilà. sont- Donc, ensuite, il y a des personnes qui voulaient l'égalité. Il y a des personnes qui voulaient une Algérie indépendante, mais avec tous ses enfants, c'est-à-dire musulmans, juifs et chrétiens. Et il y avait jusqu'à ceux qui se sont impliqués, jusqu'à ceux qui sont morts pour la patrie. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Donc on va dire qu'il y a tout un éventail. Et le gros, on va dire, des troupes se trouve un peu au milieu. D'accord? Ils n'étaient pas nombreux à être racistes et OAS et ils n'étaient pas nombreux à être morts au maquis. Le gros se trouve un peu au milieu. Et il y a quand même certains qui vont inventer des discours, ils vont dire non, ils n'ont pas participé du tout, c'était des musulmans qui ont tout fait, etc. Il y en a qui vont dire par exemple non, ils faisaient partie de l'OAS, ils ont torturé, ils ont. Et d'autres qui vont dire, mais non, pas du tout. Ils étaient discrets, ils avaient peur comme nous de la torture, etc. C'est normal qu'ils se... Moi, mon père, par exemple, il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Il était enseignant, il a préféré enseigner. Il s'est dit, moi, je ne sais pas tuer. Mort, je ne servirai à rien. Alors, il vaut mieux que je reste vivant et que j'enseigne pour l'Algérie nouvelle. Et ces deux frères, eux, il y en a un qui est allé au maquis, l'autre qui a activé en ville. Donc,
c'est comme les Oui, Algériens, c'est ça, tous ne sont pas allés au maquis, Ouais. tous n'ont pas fait ceci, chacun a fait ce qu'il a pu. J'ai rencontré, il y a un monsieur qui m'a raconté un jour, il m'a dit, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre, il m'a dit, vous savez, moi j'avais peur de la torture, je vous dis honnêtement, je ne me suis pas engagée. C'est-à-dire dans le FLN ou le Parti communiste, etc. Je m'occupais de mon travail. Un jour, il m'a dit, je marchais dans la rue, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, si c'était tôt ou tard. Et puis, il y avait un monsieur qui courait, un arabe, parce qu'on les appelait comme ça, il me dit, il y avait un arabe qui courait. Et je sentais que soit il avait fait une bêtise, soit il se sauvait de... Il m'a dit, ça n'a pas loupé. Il y a des militaires qui sont arrivés, c'était pendant la guerre. Et ils étaient là parce qu'il y avait un carrefour, je ne sais pas quoi, et il leur dit, il est passé par là. Alors que le gars était passé par là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, mais c'était quelqu'un à qui il ne viendrait pas à l'idée de dénoncer un combattant. Moi, pour moi, il a participé. Ça a duré peut-être une seconde, une minute. Pour moi, il a participé. C'est-à-dire, il a laissé parler son cœur. Voilà. Et des gens comme ça, il y en a eu beaucoup. Il y en a un autre qui me dit, le soir après le dîner, je fumais une cigarette à la fenêtre. Et je voyais ce qui se passait en bas. Et puis après, il y a l'armée, des militaires qui arrivent, et il ne dit rien. Il y en a un autre qui me parle, il était médecin, il a retiré des balles. Donc on ne va pas le mettre sur la liste là, des justes, je ne sais pas quoi, comment on pourrait appeler ça, mais ce sont des gens qui n'ont pas parlé, ce sont des gens qui n'ont pas trahi, même s'ils n'ont pas été combattants tels qu'on se l'imagine par exemple, avec un fusil, avec un... Voilà. Mais moi j'ai pris deux qui ont choisi de s'engager. Il y a Daniel Timsit, j'allais dire Patrick Timsit, et un autre qui s'appelle Pierre Guénassia. Alors Pierre Guénassia, Timsit, j'ai visionné une vidéo qu'il a accordée à M. Binifi, il est mort. Et dans laquelle il parle, dans cette vidéo, il parle de son algérianité, il parle de son incarcération, il parle de son engagement, il parle. Donc elle est sur Internet, vous pouvez la visionner. Et puis il a écrit 2 livres. Et j'ai acheté ces 2 livres, donc je me suis basée sur ces documents-là pour essayer de... Mais je me suis rendu compte en fait qu'il avait une sœur, Esmeralda, et qui était la petite amie de Kateb Yassine. Et à ce qui paraît, ils ont même eu une fille ensemble. Hein? Ils ont même eu une fille ensemble, je ne sais pas où elle est cette petite. Et cette dame-là, Esmeralda, la sœur de Timsit, en fait, elle a été emprisonnée, elle a été torturée. Donc, je raconte la vie de Timsit, je raconte son engagement, mais ça me donne aussi l'opportunité de parler des autres. D'accord? Et j'ai parlé aussi des autres. Et dans ces autres-là, vous avez des noms à consonance juive, espagnole, française, algérienne. Voilà, ça m'a donné l'opportunité de parler aussi des autres. Donc ce n'est pas consacré strictement à Timsit. Pour Pierre Guénassia, alors là, c'est mon grand amour. Parce que, comme on dit chez nous, les Bled, c'est le fils de mon patelin, de ma ville natale. Pierre Guénassia avait l'âge de mon oncle, Hassan. Et ils ont eu à peu près le même parcours. Ils ont fait l'école, ils ont fait le lycée, ils ont fait le... Tu as connu Hassan Ben Sahli? Non. Non. Et puis, vers 17 ans comme ça, tous les deux, ils ont décidé d'aller au maquis. Pierre Guénassia est allé dans un maquis, Hassan est allé, je crois, un mois avant, dans un autre maquis. Et Pierre Guénassia, en fait, c'est un autochtone, mais un pur autochtone berbère, qui est issu d'une famille à tendance communiste, qui ne sont pas engagés, on va dire, effectivement, mais leur penchant, on va dire, leur cœur penche vers le communisme.
pas très pratiquants. Mon oncle les a connus, je lui posais des questions et j'ai posé des questions aussi à des Ténésiens. Et ce sont des gens qui étaient indépendantistes jusqu'à la moelle. Ils étaient indépendantistes et ils se sentaient concernés par le sort de l'Algérie parce que c'était leur pays, exactement comme Timsit. Timsit, il dit, j'étais tellement algérien qu'il ne me viendrait même pas à l'idée de penser que l'Algérie c'est mon pays, tellement c'est évident. Il ne me viendrait même pas à l'idée de le dire. Et Guénassien, c'est la même chose. Et les Guénassiens, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ce gamin-là est allé au Maquis? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi sa vie? Et en fait, bon, il y a un entourage familial qui est indépendantiste. Il y a aussi la ville de Ténès, parce que je parle de la ville de Ténès, non pas pour décrire la ville, ce n'est pas une description gratuite, mais c'est pour expliquer que toutes les villes algériennes ne sont pas pareilles. À Ténès, en fait, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville où il n'y avait pas de quartier juif d'Erbihoud, il n'y a pas à Ténès. Il y a la Qal'a, la citadelle, vieux Ténès, la ville, on va dire, ancestrale, et la ville moderne. Et dans cette ville, tout le monde habitait. D'ailleurs, les urbanistes, en fait, ils organisaient les villes françaises en fonction de la composition de la population. Est-ce qu'il y a personne? Alors là, vous avez les villages agricoles, etc., où ils vont construire une ville où il n'y aura que des Français. Est-ce que c'est une ville où il y a déjà une mixité, donc ils sont obligés d'en tenir compte et de faire une ville où il y a la mixité? Et Athénès, c'était une ville où vous avez Madame Choukroun qui va papoter avec un tel, Madame Ben Saïd par exemple, et ça c'est un témoignage, ça doit être la grand-mère de Pierre Guénassien. Elle allait nettoyer la synagogue pour le lendemain. Et quand elle finissait, elle allait boire un café avec une dame algérienne. Et elle refaisait le monde, je ne sais pas de quoi elle papotait, mais la dame, sa fille me l'a raconté. Elle me dit, Madame Choukroun, elle venait une fois par semaine à la maison, papoter avec ma mère. Il y a la mère de Pierre Guénassia, qui était bijoutière, elle tenait une bijouterie sur la place de Ténès. Pendant la période Vichy, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère de Guénassia? Elle a pris toutes les pièces de bijoux, parce qu'on allait lui réquisitionner, elle les a données à une dame de Ténès. Sa fille, je la connais, et c'est elle qui me l'a raconté. Et elle m'a dit, voilà, et une autre me l'a confirmé. Elle a donné tous ses bijoux, c'est-à-dire son fonds de commerce, tout. Elle a tout donné à cette dame, elle les lui a cachés, et après la période Vichy, elle lui a restitué toutes les pièces il y avait aussi Athénès, donc il y avait cette promiscuité entre les gens qui étaient... et pourquoi je raconte ça? C'est pas pour parler de Athénès, c'est pour dire que chaque ville devrait écrire son histoire et qui sera différente peut-être d'une ville à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a toutes les nuances, et c'est dans la nuance qu'on peut observer la réalité. Mais dire... tous les juifs sont comme ça, tous les arabes étaient comme ça, le monde arabe, le monde musulman, le truc, c'est paquet comme ça. Moi, je suis contre et ça me... Voilà. En tout cas, c'est intéressant justement parce que vous montrez qu'il y a eu des parcours évidemment très différents pendant cette période qui était dramatique. Alors après ça a été le départ. Donc là, les Juifs d'Algérie, la grande majorité sont partis en France. Oui, c'est bon. Sinon, je dors chez vous, ouais. Ouais, pas de problème, il y aura quelqu'un qui va vous héberger. Non, mais en fait, bon, la question, c'est évidemment, pouvait-il en être autrement? Les Juifs pouvaient-ils rester en Algérie? En tout cas, la grosse majorité est partie, et pas en Israël d'ailleurs, très peu sont partis en Israël, la plupart sont partis en France. Je pense qu'il y a plusieurs explications. Alors, ils ont été confondus avec les pieds noirs, et moi, je toujours refusé de me dire pieds noirs. Je pense que les Juifs n'étaient pas pieds noirs, ils étaient Juifs d'Algérie, les pieds noirs, c'était autre chose, c'était les Français qui étaient arrivés en Algérie. Mais bon, il se trouve qu'ils ont suivi et ils ont pensé qu'ils ne pourraient pas avoir de place dans l'Algérie, dans l'Algérie nouvelle. Je peux dire qu'à titre personnel, c'est mon cas, j'étais jeune encore à l'époque, mais enfin, à 16 ans, à peu près, j'ai pris conscience que l'indépendance d'Algérie était inéluctable. Je disais à mes copains à l'école et ça m'a failli avoir de gros problèmes.
Alors, ça c'est extraordinaire, parce que quand je leur disais, mais enfin, vous voulez l'Algérie française, mais d'accord, mais dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura 30% d'Algériens à l'Assemblée nationale en France. Et ils me regardaient avec des jurons comme ça. Vous n'avez pas pensé à ça? Je dis, mais si l'Algérie est française, les Arabes ils vont avoir des députés qui vont venir siéger à l'Assemblée nationale. Tu es d'accord? Alors là, bon, vous voyez le raisonnement. Donc moi, à un moment donné, j'étais en effet favorable à l'indépendance, mais je savais en même temps que je ne pourrais pas rester en Algérie. Et je pense que la majorité des gens ont réagi comme ça. Et le fait, c'est qu'ils sont partis, vous le dites très bien, que bon, il y a eu en effet des... Ben, un tu l'as mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire la citoyenneté, ils l'avaient. Ouais. Oh, ça y est, on sait qu'on l'a. L'Algérie, elle rentre dans une indépendance, donc on est en sable mouvant, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que les musulmans vont nous remettre Voilà, remettre c'est les ça. juifs dans la situation C'est de ça qui Zimi? Est-ce que j'ai cru comprendre, je ne me suis pas tellement penchée sur le PCA, etc. Je parle sous ton contrôle. Hein. Mais il me semble qu'il a été exclu des décisions du FLN et du... Rapidement. Comme comme toute autre organisation. Voilà. Oui, ça Comme fait toute la autre organisation politique. Oui, oui, Voilà. c'est unique. Mais Il n'a pas accepté d'autres organisations politiques après 1962. Voilà, c'est Voilà. la partie unique. Voilà, donc un parti politique qui réunissait quand même des juifs. Et voilà, donc pour moi c'est ça. C'est un tu l'as mieux que deux tu l'auras. En France au moins ils ont la certitude de garder leur citoyenneté, de garder leur... donc on reprend toujours notre éventail de tout à l'heure. Ceux qui sont à l'extrême droite, forcément ils sont partis peut-être très contents de partir. Les autres la mort dans l'âme, mais la majorité est partie la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, certains me racontent, ils me disent c'est pas uniquement le soleil. Il me dit moi je l'ai c'est dans une ville du sud de la France, je ne dis pas laquelle parce qu'il m'a pas autorisé à dire. Il me dit le soleil je l'ai, mais c'est pas le soleil, c'est toute une vie, c'est Les racines. les racines, il me dit c'est tout ça. Et puis il y a eu quelque chose aussi, c'est le silence. Beaucoup de juifs de parents ont refusé de parler. Il y en a eu beaucoup qui ont refusé de parler à leurs enfants, de leur raconter leur histoire. Pourquoi? Pour que les enfants ne se préoccupent pas. Voilà, tu es français, reste français, fais tes études, ramène-nous ton diplôme et c'est bon, fais ta vie. C'est-à-dire les couper en quelque sorte d'une vie dans laquelle il y aurait peut-être de la souffrance. Il y a eu ça. Il y a eu d'autres qui, comment vous dire, qui ont parlé. Et d'autres qui ont parlé avec rancœur, d'autres qui ont parlé avec nostalgie, d'autres qui ont parlé... Donc il y a tout un éventail. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a laissé beaucoup de gens mourir sans qu'ils racontent leur histoire. Qu'ils soient algériens ou qu'ils soient juifs. Ils sont morts sans raconter leur histoire. Et ça me fait de la peine en tant qu'être humain, je veux dire. Moi, je ne suis pas historienne, je suis un humain et j'aime comprendre l'histoire de mon pays. Et je me dis, c'est dommage que les gens n'aient pas pu parler. C'est dommage. Et il y a eu les amnisties, il y a eu des silences. Tout ça, ça s'est arrêté. Et on parle de guerre, on parle de gros événements, sans les contextualiser, sans les humaniser, La guerre d'Algérie, c'est ça. On te dit, en telle période, il y a eu telle chose, telle période, il y a eu telle chose. Ce sont des événements. Mais on a l'impression que ce sont des machines qui font tous ces événements, pas des humains. Non, quand même, Benjamin Stora a fait... Oui, Benjamin Stora, Alors mais après, combien il y a eu- oui, il n'y a pas que lui, il y en a Ouais, il y a d'autres. quelques- Mais Non, mais- demandez aux gamins, Il a fait en image, donc c'est quand même... oui, Ça, il a ça fait c'est exprès. relativement Il a fait récent. exprès Hein. justement pour pouvoir raconter. D'ailleurs, son bouquin, c'est là-dessus. Mais C'est je un crois qu'il a jeune fait- qui va demander le renseignement à ses grands-parents. Et je crois qu'il l'a fait en image parce qu'il sait Oui, très oui. bien que beaucoup de jeunes n'ont pas de livre d'histoire comme livre de chevet. Les jeunes, je leur pose des questions, ils me disent quoi? C'est vrai? Quoi? Il y a eu ça? Quoi? Ils sont dans leur monde. Excusez-moi. Et donc il leur faut des choses comme ça, oui. Je suis peut-être la jeune qui va confirmer la règle. Allez.
Eh c'est oui. bien. C'est parfait. Je suis désolée, mais moi, mes grands-parents m'ont raconté leur histoire. Eh ben ça, Ils c'est sont venus avec génial. Constantine, et ils m'ont raconté beaucoup de détails, même que d'autres cousins et cousines ne savent pas. La plupart de mes cousins et cousines ne savent pas, mais ils m'ont raconté leur histoire. Et ben voilà. Oui, Donc, non, on est toujours dans l'éventail. On est toujours dans l'éventail. Il y a ceux qui parlent un peu, ceux qui ne parlent pas du tout, ceux qui... C'est ça. C'est ça. Et beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Moi, il y a quelques années de cela, d'ailleurs je l'écris parce que c'est quelque chose qui c'était surprenant pour moi. Il y a mon voisin, le fils Cohen, qui vient taper à ma porte. Madame Ben Sadi, s'il vous plaît, venez. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je rentrais de vacances en plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, venez. Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon père, là, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Et le pauvre monsieur, là, il était complètement... Et il parlait en arabe d'une région d'Algérie. Et il me dit, c'est-à-dire ma femme est partie qui va me préparer le couscous. Il pensait à son couscous en fait. Et machin et truc et truc. Et je dis, monsieur Cohen, je suis là. Il dit, et ces gosses ne comprenaient pas. Mais lui, sa femme, quand je suis venue habiter, elle m'a dit moi ce mot-là je l'ai oublié, elle me l'a dit. C'est-à-dire toutes mes félicitations pour l'appartement, etc. Ah, c'est pas Bessara. Non, elle m'a parlé en arabe. C'est pas Bessara. Berbah. C'est-à-dire avec le rbah. Le rbah. Rbah, c'est-à-dire. Comment? La prospérité. Voilà, c'est exactement ça. Et voilà. Donc, et après, j'ai discuté avec ces jeunes et tout, ils nous ont rien raconté. Et la langue française, en fait, qui est artificielle dans son esprit, il a fallu un choc, un traumatisme pour que son cerveau se vide. L'hébreu, il parle hébreu, mais là, il savait parler hébreu. Il ne parlait pas hébreu, il parlait en arabe. Il me racontait des histoires de ses 18 ans. Oui, ça c'est Pour vous dire le traumatisme. C'est un oui, traumatisme. c'est pour ça que vous insistez d'ailleurs pas mal sur à la fin de votre bouquin, notamment sur le syncrétisme entre les deux civilisations. Exactement. On parle beaucoup de la musique. Là aussi, d'ailleurs, Major Mansara revient sur la musique, les bouniches. Non, je reviens sur la musique andalouse, arabo-andalouse. Parce que j'estime qu'il y a une très 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 grande part de l'apport des Juifs dans la musique andalouse qui est complètement liée en Algérie. Comment? Voilà, qui est complètement lié, et je rétablis ce qui est nié. Vous avez connu El Gusto? J'ai connu El Gusto, mais moi j'ai parlé de un qui s'appelle, j'ai raconté la vie ceux qui sont venus ici là. Oui, non. C'était des Algériens et des Juifs. Un Oranais, Msaoud El Mediouni. Mediouni. Voilà. J'ai parlé d'El Mediouni parce que, bon, pour moi, d'abord il a pratiqué la musique andalouse. Et mieux encore, son grand-père pratiquait la musique andalouse. Et son grand-père était l'enseignant aussi des frères Dib, par exemple, de Tlemcen, des Algériens, enfin des musulmans à l'époque, de la musique andalouse. Oui, il n'y avait pas de frontières, c'est-à-dire un juif peut apprendre un musulman, le musulman peut apprendre un juif, le groupe, c'est un groupe de juifs avec les musulmans ensemble. C'est-à-dire, c'est un syncrétisme le plus parfait, et il formait une corporation, non pas à partir de la religion, mais à partir de l'art. C'est-à-dire transcender tout, et c'était l'art qui les réunissait, et qui les réunissait avec les grands. Et quand il y avait, par exemple, un groupe de juifs, etc., ils trouvent un jeune musulman qui a un talent. Ils vont le perfectionner, ils vont le montrer au public, ils vont l'aider Et la même chose de l'autre côté. Rouanet a écrit, et Yafil ont écrit des livres sur la musique andalouse. C'est grâce à un maître algérien qui s'appelle, son nom va me revenir, algérois, et c'est ce qui était leur maître. Et c'est lui, et lui-même a été formé par des juifs. C'est-à-dire, c'est le lieu
de syncrétisme par excellence. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là, c'est pas pour faire connaître Lily Boniche ou Pierre ou Paul, tout le monde peut les connaître, hein. Vous mettez chanteur juif andalou, vous allez avoir sur internet, je vais pas écrire un livre pour ça. C'est justement pour expliquer ce syncrétisme-là, sur quelle base il se pend, et que c'était un art qui a été sauvé par les juifs. Parce que les musulmans, à un moment donné, au XVIIe siècle, l'ont délaissé. Et les juifs, ils ont l'habitude de chanter, enfin non pas comme ça, mais de chanter dans les synagogues quand ils font leur... Et donc ils empruntaient des airs de Nouba, des airs de... Et ils voyaient que les musulmans, eux, ils se désintéressaient. Ils ont dit, on va faire comme les juifs. On va chanter dans la mosquée le Coran avec l'air des Nouba. Et c'est comme ça que... en fait, en imitant les Juifs qui, eux, le faisaient. Donc, ils ont été d'un très, très, très grand apport pour la musique andalouse. Alors, il commence à y avoir des questions. Attends, je la question. J'ai une question qui est peut-être plus pour l'historienne, mais Je ne suis pas historienne. Hein. Non, j'ai compris, mais je voudrais avoir votre avis. Dans l'éventail que vous avez cité, vous avez dit qu'il y avait aussi un scénario qui était une Algérie indépendante pour tous, pour toutes les communautés. Oui. Et il y avait un personnage emblématique qui défendait, je crois, ce scénario qui était